Bonjour à tous, ça y est, on y est. Bachar el-Assad est tombé, son régime, le régime de sa famille, qui a duré 54 ans, s'est effondré. J'ai envie de revenir un peu sur cet événement parce que c'est quand même extrêmement important du point de vue géopolitique. La Syrie a été un pays clé au Moyen-Orient ces dernières années, ces dernières décennies même. Et je pense que pour bien comprendre le contexte géopolitique et les conséquences que ça aura, je pense que c'est important d'en parler et de voir certaines choses qui sont autour des événements et essayer de comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc premièrement, la chute du régime de Bachar el-Assad, c'est avant tout un énorme coup dur pour ses alliés et ça aura des conséquences géopolitiques majeures pour eux. Dans ses alliés, on peut d'abord penser à la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il a décidé dès le début de soutenir Bachar el-Assad, il a aidé dans ses bombardements, ils ont d'ailleurs tué des centaines de milliers de civils ensemble, ils ont détruit la ville d'Alep, et aujourd'hui on voit bien que la Russie de Vladimir Poutine a apparemment abandonné Bachar el-Assad. Alors on n'est pas encore sûr d'où est Bachar el-Assad, mais au-delà de sa personne, moi je parle qu'elle a abandonné le régime de Bachar el-Assad. Ils ont été incapables de réellement le sauver, de réellement stopper l'avancée des rebelles. Et tout simplement, c'est parce que, en fait, ils en sont incapables. C'est-à-dire que la Russie est tellement empêtrée dans la guerre en Ukraine qu'elle n'a pas la capacité, elle n'a plus la capacité de fournir autant d'efforts pour son allié syrien, Bachar el-Assad. Et on voit donc que ce sont des milliards de roubles, et même de dollars du coup, parce que le rouble ne vaut plus grand-chose, mais ce sont des milliards de dollars que la Russie a investis dans Bachar el-Assad au fur et à mesure des années, tout ça pour rien, pour que tout s'effondre comme un château de cartes en même pas 2 semaines. Mais pire encore, la Russie avait des bases militaires en Syrie. Qu'est-ce qui va devenir de ces bases? Eh bien je peux vous dire que là, Poutine ne rigole pas. Parce qu'il y a la base de Tartous, qui est un port. Et bien cette base de Tartous, elle a été désertée par les navires, parce qu'ils ont évidemment peur que les rebelles les prennent d'assaut. Et il y avait aussi la base aérienne de Khmeimim, qui avait d'ailleurs été bombardée il y a quelques mois par Israël. Et aujourd'hui, cette base, il y a toujours les Russes là-bas, sauf que cette base, elle est vulnérable. Et les Russes semblent incapables de pouvoir procéder à l'évacuation de leurs militaires. Et il y a justement des rapports qui pointent en direction d'une peur grandissante pour les Russes parce que en fait ils sont bloqués dans cette base et ils se disent que au moment où les rebelles vont être à portée de tir d'artillerie, non seulement ils vont défoncer la piste d'atterrissage, donc plus rien ne pourra décoller ni atterrir, mais en plus ils sont pris au piège parce que pas d'évacuation. En plus, le Kremlin ne semble pas prendre ça comme une priorité. Donc en fait, ils vont être soit pris comme prisonniers, soit tout simplement tués. Sauf si la Russie réussit à négocier avec les rebelles d'HTS, avec peut-être Al-Jolani, mais franchement, c'est peu probable pour l'instant, tant la haine des Russes est incrustée dans l'opposition syrienne. L'autre allié de Bachar el-Assad, qui est en train de compter les minutes, c'est l'Iran, évidemment. Parce que l'Iran, c'est un État qui soutient évidemment le Hezbollah au Liban. Ça, faut bien le voir comme ça. Et du coup, la Syrie de Bachar el-Assad, c'est un régime qui permettait d'utiliser tout le pays syrien comme plaque tournante pour des armes, des drogues, tout ce que vous voulez, tous les types de trafic possibles et imaginables. Et justement, cette frontière entre le Liban et la Syrie, c'est une frontière qui est extrêmement poreuse et c'est un enfer pour l'armée libanaise et pour le Liban en général parce que toute l'ingérence et toutes les saloperies iraniennes transitent par cette frontière. Donc là, l'Iran se retrouve dans la situation où en fait elle va devoir négocier avec des rebelles qu'elle aurait voulu mater. Elle a d'ailleurs envoyé 2000 combattants du Hezbollah pour les combattre. Elle va se retrouver à devoir potentiellement négocier avec eux pour pouvoir être sûre de toujours continuer à alimenter le Hezbollah. Donc c'est un coup dur pour le Hezbollah et encore plus pour l'Iran qui fonctionne principalement à travers une guerre de proxy. Et surtout, il faut prendre 5 minutes pour réfléchir à l'année terrible que sont en train de vivre les Iraniens, enfin le régime iranien. Ils ont perdu leur président, Raisi, qui est mort dans un crash d'hélicoptère. Il y a eu l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le leader du Hamas, directement à Téhéran. C'était une humiliation pour les Iraniens. Ensuite, il y a eu les diverses frappes préventives israéliennes qui ont, là encore, humilié l'Iran, parce que l'Iran a répondu, mais à chaque fois on voyait bien que les plus forts c'était vraiment Israël. Donc l'Iran ressort considérablement affaibli en fait de la chute du régime de Bachar el-Assad, en plus de tout le reste, et surtout il y a l'image. Évidemment l'image est très importante, surtout dans des dictatures comme la Russie ou comme l'Iran. C'est-à-dire que l'image c'est que un peuple s'est soulevé et a renversé le dictateur. Mais ça c'est
la peur numéro 1 pour Poutine et pour l'Iran. Notamment en Iran où il y a régulièrement des manifestations et où le régime est très fragilisé. Donc là, je peux vous garantir qu'à Téhéran actuellement, ils marchent sur des œufs et ils ont vraiment très peur des conséquences géopolitiques. Mais outre les alliés, il faut aussi parler de la Syrie en elle-même. Qui va diriger la Syrie maintenant? Et ben, il y a un personnage qui revient encore et toujours, c'est le leader d'HTS, donc des rebelles, c'est Al-Jolani. Alors, beaucoup de gens voient en lui un espoir. Moi, je pense qu'il faut vraiment ralentir, il faut vraiment réfléchir. Al-Jolani, c'est loin d'être un enfant de cœur. C'est quand même un ancien d'Al-Qaïda. Le fondateur d'Al-Nosra, de groupe terroriste, c'est lui-même un terroriste recherché par les États-Unis. Ces derniers temps, il a vraiment essayé de lisser son image, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus modéré. Il n'a pas ordonné de persécution contre les minorités religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou alaouites ou chiites. Et on voit partout dans les médias que ce serait un radical pragmatique. Mais moi je pense qu'il faut faut vraiment comprendre que c'est vraiment juste un radical. Il a toujours évolué dans un contexte religieux extrêmement islamisé. Et les paroles qu'il dit aujourd'hui, ce ne sont pas les paroles qu'il pense, mais ce sont les paroles dont il a besoin pour régner. Parce que Al-Jolani, là, qu'est-ce qu'il est en train de voir? C'est que une fois qu'Assad est tombé, et d'ailleurs on y est maintenant, eh bien, il va pouvoir régner. Le pouvoir est accessible, il peut l'attraper. Et pour régner, il sait que s'il base son régime sur de la terreur et de la violence, ça ne marchera pas, parce que la Syrie n'a connu que ça ces dernières années, et il faut du renouveau. Et surtout, s'il base son régime sur la violence, c'est une violence qui peut se retourner contre lui. On le voit bien au final avec Bachar el-Assad. Et donc, un jour ou l'autre, ce serait lui qui passerait à la trappe. Donc c'est avant tout un homme ambitieux, un homme malin, qui se prépare à régner, qui veut garder le pouvoir pour lui, et il ne faut surtout pas voir en lui un sauveur. Je ne pense vraiment pas que cet homme est un grand démocrate et qu'il apportera la liberté à tous les Syriens. Néanmoins, et j'ai envie de finir la vidéo là-dessus, faut quand même parler de l'espoir, parce que ce qui se passe, la chute du régime d'Al-Assad, c'est un espoir immense pour tous les Syriens qui ont vécu un enfer. Faut penser à ceux qui sont morts, à ceux qui sont blessés, à ceux qui étaient dans les prisons horribles du régime, et puis à tous ceux qui se sont exilés, des millions de Syriens, que moi-même j'en ai vu un certain nombre, parce que figurez-vous qu'en 2014 j'étais en Serbie, et en pleine crise migratoire justement, et j'ai rencontré littéralement des milliers de Syriens, j'ai beaucoup discuté avec eux. Donc c'est un espoir énorme pour eux, parce que ils peuvent savoir si leurs proches ont survécu aux prisons, et surtout, ils vont pouvoir revenir au pays. Imaginez, exilés pendant tant d'années, ils vont enfin pouvoir revenir chez eux, retrouver leur maison, retrouver leur famille, enfin, c'est un espoir immense. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs des scènes de liesse partout sur les réseaux sociaux, dans les diverses villes libérées en Syrie. C'est des scènes de liesse énormes, c'est la libération des prisonniers politiques. Enfin, c'est vraiment très encourageant. Donc on peut s'attendre à une population qui va revenir progressivement au pays. Alors il va quand même falloir que le pays se stabilise, il va falloir qu'il s'ouvre, qu'il se stabilise, qu'un pouvoir se crée, une gouvernance solide, et surtout éviter les luttes de pouvoir. Parce que, à mon avis, je pense que, sincèrement, c'est triste, mais c'est ça qui attend la Syrie, ça va être des luttes de pouvoir. C'est-à-dire que HTS, c'est un groupe, enfin les rebelles, ce sont un groupe de différents petits groupes, très différents les uns des autres, qui n'ont pas du tout les mêmes idées, et il est possible que chacun veuille être calife à la place du calife. On parle d'Al-Jolani maintenant, mais à mon avis, il n'est pas le seul à vouloir régner sur la Syrie. Et j'en parlais justement sur LCI, je disais qu'on risque un scénario des Diadoques après Alexandre le Grand. C'est-à-dire que quand Alexandre le Grand, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous battus pour essayer de grappiller chacun un morceau de territoire, et au final, ça a été la chute de l'Empire. Bon, pour El-Assad, c'est pas étonnant, mais surtout, on a vu l'apparition de plein de petits groupes et de nouveaux rois. Donc au final, je pense qu'il y a quand même peu d'espoir pour la démocratie, peu d'espoir pour les libertés. C'est un nouveau début, enfin, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour la Syrie, c'est encourageant, mais c'est pas gagné, et il va falloir suivre la situation de près, et notamment ce que va faire Al-Jolani. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pour donner mon avis et mon analyse sur la situation en Syrie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, enfin tous les trucs de youtubeurs pour aider la chaîne à monter. Et on espère sincèrement que les Syriens pourront revenir un jour chez eux, vivre en paix et reconstruire leur beau pays. Allez, bon week-end!